Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Média Sorare pour cette deuxième vidéo. On va essayer un format différent aujourd'hui avec le Café Sorare. Pour ce premier épisode, on s'est même pas posé la question pour savoir qui on devait inviter. Et la personne que j'ai avec moi aujourd'hui, vous la connaissez déjà, c'est Mehdi, Magic Mehdi, l'animateur du podcast Média Sorare. Salut Mehdi, comment tu vas ? Salut Cédric, écoute ça va, c'est aussi un tout nouveau format pour moi. C'est vrai que ma voix on la connaît, pour ceux qui écoutent le podcast, voilà, maintenant on a l'image après avoir le son. C'est ça. Alors tout le monde n'était pas là forcément quand on était en train de se préparer, mais tu te posais beaucoup de questions sur l'arrière-plan, est-ce que tu montrais ta campagne ou pas. Donc là déjà, on voit ta tête. Et c'est déjà quelque chose après 7 épisodes de podcast produits, on n'entendait que ta voix. C'est déjà un grand moment. Ouais, parce que je vais pas montrer où est-ce que j'enregistre. J'enregistre les podcasts parce que c'est dans un dressing. Étant donné qu'il y avait moins de réverbération là-bas et que c'était plus cosy au niveau acoustique, mais faire une vidéo là, c'était pas possible. Et donc, on la tourne là où j'ai l'habitude d'être quand je travaille, c'est-à-dire derrière mon PC qui est dans mon salon et qui donne sur mon grand jardin et la campagne. Donc, c'est là que je suis le plus inspiré. Tu me disais que t'aimais bien travailler en plein milieu du salon dans le boucan. Ça t'aide à te concentrer. Ouais, j'aime bien le bruit. J'aime bien surtout travailler en musique. Et puis j'ai une famille, une femme, j'ai des enfants, j'ai des chiens. Et si jamais ils font un peu trop de bruit, je mets le casque là que j'ai sur la tête pour être tranquille. Alors justement, tu as commencé à en parler. Est-ce que tu peux te présenter un peu, dire d'où tu viens, et puis on essaiera de comprendre comment t'es arrivé sur Sorare. Ok, on va essayer. Mehdi, c'est mon prénom. Je suis un gros mix de pas mal d'origines. Mon papa est hollandais et ma maman moitié tunisienne, moitié syrienne. Je suis né à Paris, mais je suis belge alors que je n'ai absolument rien de belge à part la culture, évidemment. Et j'ai 44 ans, donc un des plus vieux, mais le pseudo Papy Sorare est déjà pris, donc donc voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants de 18, 15 et 10 ans. Voilà. Et donc justement, alors comment t'es arrivé avec ce background-là? Comment t'es arrivé sur les cryptos et j'imagine un peu après sur Sorare? Par quoi je vais commencer pour être le plus court possible. J'ai une formation d'autodidacte. Au niveau pro, ça fait plus de 20 ans que je travaillais. Maintenant, je parle à l'imparfait dans le secteur ce qu'on appelle les EHPAD en France, les maisons de retraite, maisons de repos. Donc, j'avais la mienne, j'en ai construit. Ensuite, j'ai travaillé comme consultant pour un gros groupe. J'ai été directeur général et puis la dernière année, c'était il y a un an. Voilà, j'ai décidé d'arrêter et à ce moment-là, j'étais responsable de plusieurs maisons de retraite. Donc mon job, c'était de superviser, d'engager. J'avais un peu plus de 1000 personnes en tout sous ma responsabilité. Et c'est un peu de monde. Presque autant que des managers. Non, je rigole. Et mon job, c'était surtout de coacher. Donc voilà, coacher les directeurs, coacher les équipes, les aider à s'améliorer. Et comme voilà, période Covid est passée par là, c'était une période très très compliquée, qu'il est moins aujourd'hui, mais qui reste quand même encore assez compliquée. Mais avant le vaccin, c'était absolument dramatique. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de prendre du recul, de prendre une pause. Et je m'intéressais déjà depuis 2017, on va dire ça comme ça, dans les cryptos. Et comme là, j'avais évidemment un peu plus de temps, j'ai commencé à rechercher des nouveaux projets. Je suis tombé dans un premier temps sur NBA Top Shot. Et ça, pour moi, c'était la révélation parce que j'étais, depuis mon adolescence, collectionneur de cartes NBA. Des cartes physiques, évidemment. J'adore ce sport-là, j'adore le basket. Et donc voilà, j'ai directement accroché. J'ai acheté des paquets à l'époque où il fallait pas faire une file d'attente pour pouvoir avoir des paquets de cartes. Je me suis pris au jeu. Peu de temps après, j'ai découvert Sorare et je sentais aussi, vu la stratégie optée par Dapper Labs de sortir un maximum de ce qu'on appelle des moments, parce que ce sont des actions sur NBA Top Shot. Je sentais que les prix allaient se cracher
Ils ont effectivement craché. Heureusement, je suis sorti au bon moment et j'ai réinjecté mes bénéfices dans Sorar. Et puis voilà, j'ai directement accroché. Là, je me suis dit, ça, c'est un bon concept. Vu la rareté, je me suis dit, là, je pense qu'on est sur quelque chose de solide. Et puis voilà, ça mélangeait la crypto qui a une place un peu spéciale. J'aime bien regarder des nouveaux projets et puis la collection de cartes. Alors pour le coup, j'ai jamais collectionné, sauf si il y a vraiment très longtemps, mais j'ai plus vraiment de souvenirs de cartes Panini. Mais moi, c'était surtout mon adolescence où j'achetais des paquets de cartes, la surprise d'en avoir. Bon là, on n'a pas ce côté surprise, sauf pour les rewards évidemment, mais c'était chouette. Je me suis dit, ça, c'est un bon filon. Et puis, c'est du foot, quoi. C'est juste le sport le plus populaire au monde. Et j'aimais bien aussi le retour, la philosophie, la vision qui était à long terme, contrairement à NBA Top Shot où c'était la rentabilité à très court terme. Puis c'est là où Zorar effectivement a un peu cassé le marché en donnant avec le Fantasy, le SO5, une vraie utilité aux cartes finalement. Là où NBA Top Shot, il faut être collectionneur et c'est comme un NFT classique, la collection, c'est bien, mais c'est juste de l'achat-revente, quoi. Ouais. Et puis quand j'étais jeune, je jouais aussi jeune. Il y a 10 ans, j'étais un peu plus jeune, on va dire ça comme ça. J'ai joué pas mal aussi quand j'avais le temps à Fantasy, ESPN, NBA. Donc, je connaissais le monde de Fantasy. Et quand j'étais aussi ado, j'avais évidemment une console de jeu et même un PC avant que les premières consoles dignes de ce nom sortent. Et mes jeux, c'était des jeux de sport et de football manager. J'ai un beau souvenir, je me rappelle plus du tout du nom, mais on voyait juste sur un PC, on voyait juste les jauges. Il y a pas d'image, il y avait rien, on voyait juste les jauges et il fallait construire son équipe. Et j'étais à fond dedans parce que j'adorais organiser et de mettre la casquette de scout, de manager, de coach, tout en même temps, quoi. On sait déjà que Magic Mehdi, vous l'aurez appris ici en premier, va se ruer sur le Sorare NBA une fois qu'il sera sorti. Il y a des chances. Il y a des chances. Surtout que je m'occupe aussi d'un club de basket, même un assez gros club de basket en Belgique qui est spécialisé dans la formation. Mes 2 fils sont joueurs de basket aussi et mon père était joueur international de basket aussi. Donc voilà, j'ai le basket qui coule trop de choses qui font que dans tu les passes à veines. côté. Voilà. Génial. Écoute, c'est déjà une très belle présentation, je pense. Et puis, c'est intéressant de savoir toujours ces parcours de vie des gros managers Sorare. J'ai un peu envie de dire, tu fais partie des pionniers, finalement, quand t'es arrivé sur Sorare. On en parlait. Il y a une anecdote qui est intéressante, ce fameux groupe Telegram que t'as rejoint. Tu m'en parlais. Tu peux nous dire un peu ce que c'était? Ouais, je pense que c'était au mois de février 2021. Et donc je rejoins un groupe Telegram, je sais même plus comment je l'ai trouvé, c'est peut-être c'était via le groupe Telegram principal de Sorare. Et il y avait des managers qui mettaient des liens spéciaux pour intégrer des groupes Telegram dans une langue particulière. Et là, je vois le français, je rentre dedans. Et je crois qu'on était 70 pour mes compatriotes dans le groupe. Et dedans, il y avait Nicolas Julia, il y avait Brian. Ils intervenaient peu, mais de temps en temps, quand on les taguait, ils répondaient et tout. Et j'avais été... En fait, je pense qu'à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience du sérieux. À partir du moment où il y a le CIO qui est sur un groupe Telegram et qui est là à répondre, je me suis dit, ici, c'est quelqu'un qui tient compte de la communauté. Et pour moi, ça a vraiment été un signal très, très positif. Je me dis, voilà, c'est un jeu. Au début, quand j'ai commencé, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais c'était les joueurs blessés, achat-revente, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, je pense que je vais investir des sommes un peu plus conséquentes dedans. Alors justement, moi j'ai fait ma petite recherche pour me renseigner un peu, essayer de comprendre quand est-ce que t'étais arrivé. Et je suis tombé sur ce tweet. Donc on en a parlé tout à l'heure, ce tweet que t'avais fait. Alors la date, c'était le 19 février 2021. Où tu te dis tout tranquillement que tu enfin fini premier de All-Star D4 avec un petit Joshua Kimmich rare en récompense. C'était le pied.
Donc, et 0,5 de TH aussi, ce qui est pas négligeable. Tout à fait. T'étais déjà devant des gros managers, un Dodgy Dot qui est aussi une grosse référence forcément des managers Sora. Ouais. C'était pas ta première Game Week là, hein. Rassure-moi, t'as pas gagné un Kimmich dès la première. Non, mais ça a été très très vite après après avoir aligné ma première team. Je pense que c'était ma 5e Game Week. Ouais. Ou 6e Game Week à tout casser, et je me rappelle plus de l'équipe exactement que j'avais alignée. Je me rappelle que j'avais Paul Lopez comme gardien, j'avais Coquet, mais j'avais aucune star. Donc j'avais aucun gros nom, puisqu'à ce moment-là, je faisais un peu d'achat-revente et je prenais des joueurs, je me dis écoute, pas trop cher, rapport qualité-prix c'est pas mal. Et c'était, je pense, en midweek, c'était donc une journée de Coupe d'Europe, et voilà. Et j'ai terminé premier, et je me rappelle très très bien de l'endroit où j'étais. J'étais en train de me promener parce que j'habite à côté d'un bois avec mon plus jeune fils de 10 ans, et j'attendais. Et puis tout d'un coup, je reçois le mail, les résultats sont là. Évidemment, j'avais activé toutes les notifications. Et j'ai ouvert ça avec lui, et je me rappelle encore, j'ai sauté dans tous les sens, j'étais super heureux. Et là, ça a été, je pense, le deuxième déclic. Je me dis, finalement, je suis pas mauvais dans dans les conceptions de line-up, etc. Et donc c'est là que j'ai commencé aussi à encore ajouter un peu plus d'investissement pour construire une galerie et vraiment attaquer le SO5 un peu plus sérieusement, tout en restant dans les rares. Voilà, j'ai pas attaqué les super rares, j'aurais probablement dû, mais je suis très content évidemment de cette évolution. Mais d'ailleurs, tu parlais de ton fils, lui aussi, tu l'as piqué, il a déjà sa petite galerie ou le grand, j'ai mis du temps. Le petit, il regarde avec moi. Après, j'essaye de cacher évidemment les montants, parce que c'est quand même important, parce que c'est vrai qu'on perd la notion, même tous les managers qui ont des galeries pas mal, ils disent on trade des joueurs de 300, 400, 500 euros, alors que finalement, quand on tient bien compte, c'est quand même une belle partie d'un salaire mensuel de la plupart d'une énorme majorité de personnes. Et ça, c'est important aussi qu'ils se rendent compte que de la valeur des choses. C'est quand même très très important. Mais oui, il regarde avec moi. Quand je fais de temps en temps des achats, j'essaie qu'il voit que les Ethers, mais il est assez malin pour aller voir ensuite la conversion. de regarder la conversion. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus, je dis, curieux qu'avant. Et voilà. Et mon grand, par contre, lui, ça fait pas très longtemps, ça fait une dizaine de jours. Je le tannais depuis plusieurs mois, et puis là, il me dit, ouais, papa, écoute, j'ai envie d'investir, et donc on s'est lancé dans les limited. Et voilà. Il a une galerie, une petite galerie, et voilà, on verra bien ça va amener, mais c'est sympa, même pour des jeunes, d'avoir, par exemple, de toucher des paliers de temps en temps. C'est un bel argent de poche quand même. C'est mieux de le laisser sur les livrets A, voilà, clairement. Mais d'ailleurs, je laisserai les curieux aller chercher sur Sora Data l'étendue de ta galerie, mais t'es quand même dans le top 100 des managers Sora. Comment tu gères justement ce fait de dire que t'as un actif aussi important qui est sur une plateforme comme Sora? Est-ce que comment tu gères ton budget? Tu fais des retraits souvent, ou ta stratégie c'est de tout laisser pour l'instant sur Sora? Elle évolue en fonction du temps. C'est-à-dire qu'au niveau pro, je suis en train de développer doucement des choses à côté. Mais il faut bien que je retire un tout petit peu. Donc depuis septembre, je retire. S'il y a des joueurs que je gagne et que je vois pas que ça peut vraiment améliorer ma galerie, je le vends, je réinvestis la moitié et je retire l'autre moitié. Ok, voilà. Parce que finalement, t'as une galerie qui est intéressante en termes on va dire de rareté, en tout cas de valeur des joueurs individuellement, mais t'as pas un nombre de cartes impressionnant. Je regardais, t'as 136 cartes rares. C'est pas énorme, c'est plutôt la qualité, toi, qui est importante. Ouais, exactement. Et là, c'est évidemment une stratégie qui a évolué avec le temps. J'étais très très porté sur les cartes avec du gros scoring. Et puis il y a quelques mois, je me suis dit non, je vais essayer de prendre des noms un peu plus gros. Après, c'est je pense
le chemin qu'utilise et que doit utiliser beaucoup de managers spécialisés dans les SO5. Au début, on est un peu attaché à ces cartes et il faut savoir s'en délaisser, et c'est en discutant aussi avec des managers, dont mon pote Thomas, TT17, avec qui qui Salut était mon Thomas. premier invité du podcast, et on échange beaucoup ensemble. Il m'a dit, écoute Mehdi, t'as que des cartes rares, top, mais il faudrait que tu commences dans les super rares. Et donc c'est lui qui m'a convaincu d'aller dedans, parce que je lui ai dit non, c'est pas pour moi les super rares, moi je suis bien en D4, et puis voilà, j'aurais peut-être dû plus le faire, et en même temps les limited, j'ai mis du temps aussi à me mettre dedans, parce que c'est vrai que c'est très chronophage, ça prend du temps. Il faut, quand on a une famille et tout, bah voilà, il n'y a pas que ça dans la vie, heureusement, et regarder des matchs de foot, donc c'est essayer de trouver l'équilibre. Mais c'est vrai que si un de mes enfants est dedans, ben ça facilite quand même un peu les choses. On se dit, ben on fait des trucs aussi ensemble, Ouais. et c'est pas plus mal. Je vais revenir un peu sur ce que tu m'as évoqué juste avant, mais tu parlais que tu étais finalement un peu un coach, enfin tu manageais beaucoup de monde dans ta vie pro avant d'arriver sur Sorare. J'imagine que c'est quelque chose qui te plaît, puisque bah, tu es coach aussi avec des nouveaux managers que tu accompagnes pour les aider à constituer leur galerie. Tu peux me parler un peu de ça? Ouais, bah écoute, ouais, dans ma vie pro, ça n'a été que ça. J'aime bien aussi le management un peu moderne, c'est-à-dire qu'on est là pour motiver les équipes, et c'est vrai, quand on travaille dans le secteur dans lequel j'ai travaillé pendant de très nombreuses années, il faut je vais pas dire certaines qualités, mais des choses qui sont importantes, comme par exemple l'empathie, savoir se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre ses problèmes s'il en a, ses attentes, et c'est vrai qu'être un coach, essayer de mettre tout ça en place, et de former une équipe aussi. Donc quand il y avait des problèmes dans le groupe où je travaillais, ben, quelle que soit la maison, ben, on m'appelait, ben, on me dit Mehdi, voilà, il y a un truc de crise, il faudrait essayer de détendre l'atmosphère. Les syndicats, je m'entendais très bien avec eux, donc et dans mon club de basket aussi, c'est essayer de créer justement une ambiance et une entraide, et fédérer. Se fédérer, c'est vraiment un terme, moi, qui me tient à cœur. C'est malgré nos différences, nos personnalités, nos particularités, c'est essayer qu'on marche tous avec le même objectif, avec des personnes qui auront des qualités, qui vont compenser des moins bonnes qualités de certains, et vice versa. Donc moi, ça me botte. Et pour revenir à Sorare, ben je pense que c'est un peu le cas pour beaucoup de managers qui sont un peu connus dans la communauté. Ben on reçoit plus facilement évidemment des messages, alors que et voilà, et cette idée de coaching là est arrivée un peu comme ça. Je me suis lancé avec Thomas, on avait fait une annonce, la forme ça pouvait être mieux, mais parce que il est aussi, on a un peu des personnalités assez similaire, dans le sens où c'est quelqu'un qui est là aussi, qui aide énormément. Mais c'est vrai que quand on passe énormément de temps dessus, ben on peut pas tout le temps être dispo, c'est pas possible. Chacun a une vie, on peut tous comprendre. Et là, on a fait un essai, et puis là, pour le moment, on l'a laissé un peu de côté. Le coaching, c'est chouette, et c'est chouette aussi, surtout quand il y a des résultats derrière. Et justement, pour la petite anecdote, j'en ai parlé dans l'enregistrement du dernier podcast que j'ai fait hier avec Banzai, donc qui va être diffusé dans quelques jours. Et c'est sympa parce que dans le podcast avec Maxime de Sorare Data, j'avais fait une analyse de Good Bet Volley. Et ben écoute, elle a suivi mes conseils, et c'est vrai que Maxime en avait rajouté l'un ou l'autre, et c'était sympa. Elle a vraiment à la lettre. C'est une dame, et elle m'a envoyé un message sur Discord à 2 jours. Elle me dit regarde, j'étais à 2 doigts d'avoir une T0, donc une star. Ouais. Elle a une T1. Elle dit ma galerie a pris 30% en 10 jours, quoi. Et c'est vrai que ça fait plaisir. C'est chouette quand des conseils comme ça sont suivis, et surtout apportent des résultats après. Moi, ce que j'aime bien aussi dans les conseils, le coaching, c'est surtout, et c'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'il y en a beaucoup qui font des conseils, mais moi, ce qui m'importe, c'est que ça réponde au profil de la personne.
il y a dans la vie et sur Sorar aussi, il y a des différentes personnalités, il y a différentes stratégies qui sont possibles. Il y en a par exemple qui font que du SO5, il y en a qui font du buy and hold. Il y en a pas mal sur Sorar qui ont acheté des cartes, qui les gardent pendant un long moment et puis ils regardent plus trop. Et puis après, peut-être dans quelques mois, dans quelques années, ils vont ouvrir la boîte aux merveilles. Voilà, exactement. Puis il y en a qui font que de l'achat-revente. Et il n'y a pas une stratégie qui est meilleure que l'autre. Donc tout dépend de chacun. Et c'est vrai que quand on veut coacher, quand on veut conseiller, que ça soit dans le monde professionnel ou même dans un jeu comme ça, il faut essayer de se mettre à la place de la personne, voir comment elle est et essayer de répondre vraiment à ses besoins. C'est du sur-mesure. Mais ça, c'est important parce que finalement, il y a le marché des parrains, filleuls est assez important parce qu'effectivement, il y a cette carotte mise par Sorar, des 30 filleuls qui te permettent d'accéder à une carte unique. Donc beaucoup de managers sont tentés et surtout ceux qui ont des communautés sur Twitter, sur Discord, et sont tentés de mettre en avant ça. En tant que nouveau joueur, faut quand même bien sélectionner son parrain. Et moi, pour le coup, au niveau commercial, je me suis vraiment pas lancé là-dedans. Pour te dire, j'ai, je crois, 2 filleuls. Dont mon fils. Donc, j'étais vraiment pas là-dedans. Donc, le coaching que je fais, ou les conseils que je donne, c'est vraiment parce qu'on me pose la question. Et puis quand il y en a qui veulent vraiment de l'accompagnement sur mesure, là, évidemment, c'est différent et c'est du temps qu'on passe dessus. Mais j'ai vraiment l'impression qu'avec Sorar, t'as trouvé un cadre communautaire qui te plaît énormément et dans lequel t'as envie de t'inscrire. Le coaching est déjà une première chose, mais il y a aussi ce podcast finalement, puisqu'on l'évoque depuis tout à l'heure, mais on n'est pas vraiment rentré dedans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir sur ce podcast et finalement de donner du temps pour la communauté, parce que c'est un peu de ça dont on se parle avec ce format qui est très sympa, qui est déjà avec déjà 7 épisodes et des beaux invités, et tu parlais de Maxime de Sorar Data dans l'avant-dernier épisode. Tu peux me parler un peu de comment tu t'es lancé dans ce projet et un peu comment ça a progressé? Ouais, écoute, ça a débuté, je présume, sur le Telegram. Il y a un moment, un autre pote, Joe Bettman, qui a aussi une magnifique galerie, il reçoit un message de Hybe, H-I-B-E-E, qui est le premier podcast. Il est anglophone, il est même écossais, si je me trompe pas. Ouais. Anglophone, qui lui envoie un tweet. Il dit, tiens, est-ce que tu voudrais être invité à mon podcast? Et Joe Bettman, il lui dit, ouais, ok, mais je viens avec Magic Mehdi. Ah ouais, super, machin. Donc on fait le podcast en anglais, évidemment, pour le coup. Pas facile parce que Hybe a vraiment un accent écossais assez prononcé. Et ça se passe bien. Et Joe me dit, Mehdi, tiens, tu ferais pas un podcast? Et puis voilà, ça s'est lancé, je sais plus à quelle période. Je crois vers le mois de mai ou juin de l'année passée. Et voilà. Et moi, j'ai dit, ouais, pourquoi pas, c'est sympa. Mais moi, je veux pas m'occuper de la technique. Il faut savoir que j'avais lancé une chaîne YouTube il y a un peu plus d'1 an pour me changer les idées, en fait, en plein truc Covid. Dans la maison de retraite, je pétais un plomb. Et je suis féru de permaculture, pour ceux qui s'y connaissent un peu en potager. Et j'avais lancé une chaîne YouTube là-dessus, qui s'appelait le potager du Nord sans effort. Et je voulais pas... En fait, le truc, j'ai arrêté, je crois, après 8 ou 9 vidéos. J'ai fait ça avec un pote. Ouais. Parce que le montage, ça me prenait la tête. C'était ma fille qui faisait les montages jusqu'au moment où elle dit, ouais, papa, c'est chouette, c'était pendant les vacances. Mais maintenant, moi, il y a l'école qui reprend. Je pourrais plus faire les montages, donc c'est laissé comme ça. Et comme je suis très perfectionniste, en fait, je suis très peu satisfait de moi. Et le montage, vraiment, il y a tellement d'effets, tellement de choix. Je dis non. Soit j'externalise ou soit je le fais pas. Et donc, il y a l'équipe Lionel et David de Media Sorar qui ont débarqué sur le groupe Telegram. Et ils avaient l'idée de lancer un podcast. Je me rappelle encore Joe Bettman qui dit, il y a Mehdi. Voilà, on a commencé à échanger ensemble et eux pouvaient me fournir tout ce qui est technique, monteur, etc. Et moi, ça me permettait évidemment de me concentrer uniquement sur l'échange et l'interview. C'est ce que j'aime. Et voilà. Et j'espère que ça va durer pendant un petit temps. En tout cas, moi, je prends du plaisir. C'est vrai que c'est du boulot.
à mon avis, un peu comme toi, là, tu dois aussi préparer ton émission. Donc, je pensais pas. Au début, tiens, je vais faire ci, puis après, perfectionnisme malheureusement oblige. Tu commences à vraiment à fouiller, à chercher, à regarder des articles, à préparer ton émission tout simplement de la meilleure manière que tu puisses le faire, quoi. C'est clair, je pense qu'on est beaucoup à s'être passionné justement grâce à Sora et de s'être débloqué. Moi personnellement, j'ai longtemps tourné autour de la création de contenu sans trop savoir sur quoi je voulais me lancer. Là, ça m'a paru évident grâce à Sora, mais effectivement, ça prend du temps quand on a envie de faire des choses très bien. Et pour l'instant, c'est plutôt très bien parce que les épisodes du podcast fonctionnent bien, les gens sont contents. Et puis surtout, je pense que niveau qualité, on arrive sur quelque chose qui commence à être très intéressant, voire professionnel, puisque tu disais que finalement, t'es accompagné par un professionnel. Voilà, je voulais le remercier, Laurent. Si tu regardes un jour cette vidéo, je l'ai remercié aussi sur le dernier podcast avec Maxime, justement. Heureusement qu'il est là. C'est un animateur radio, un ingénieur du son, donc il fait le montage directement après. Je me connecte sur un lien, il enregistre tout, il enregistre tout, tu vois. Là, par exemple, il aurait coupé, ça s'entendrait pas au montage, et ça facilite évidemment les choses. Et je suis content. Et là, par exemple, c'est le micro que j'utilise pour le podcast, qui est vraiment d'une bonne qualité. Donc, je suis bien pris en charge. Je suis bien chouchouté. Mais en plus, globalement, c'est un peu tout l'écosystème Sora. On voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives, de contenus vraiment qualitatifs qui commencent à sortir sur toutes les plateformes. On a du podcast avec toi, on a des chaînes YouTube, des Monaco 76, des ISO. Je vais en oublier plein. Donc sur Twitch, The Noob, Fudio. Enfin voilà, il y a vraiment une offre de contenu qui commence à être très très intéressante. Et c'est aussi, je pense, les signes d'une communauté qui vit bien. Quand tu vois l'activité sur les différents Discord, la communauté francophone, comment elle est développée, c'est très bon signe. Et puis c'est aussi un plaisir parce que on commence à avoir plein d'initiatives très cool, quoi, un peu à droite à gauche. Ouais, et puis l'ambiance est bonne. J'ai changé il y a quelques mois avec un très gros manager, Kiss Me Miss Me. C'est un gars qui vient du monde de la crypto, il est vraiment dedans. Et lui, pour le coup, il trouvait la progression de Sora lente. Moi, je trouve ça bien parce que elle est progressive, elle est organique, elle est saine. Mais les gens qui vivent de la crypto, ils cherchent comme des NFT, des trucs qui font x50, x100. Et c'est vrai que Sora, ça prend un peu plus de temps, mais il me disait qu'il restait dans Sora parce qu'il y avait cette communauté qui était une belle communauté, positive. Et voilà, je trouve qu'elle est dans la grande majorité des cas bienveillante aussi. Et pour moi, c'est important. Et si on revient un petit peu sur le jeu, quand tu as un novice ou en tout cas quelqu'un qui te vient de demander conseil sur sa galerie, c'est quoi pour toi les signes d'une galerie en bonne ou en mauvaise santé? Qu'est-ce que tu analyses en premier? C'est une bonne question. D'abord, je lui envoie un formulaire parce que c'est je fais très peu de visio ou d'audio. J'envoie d'abord un formulaire avec des questions assez générales. Elles paraissent assez générales, mais moi, ça me permet de profiler un peu le manager, de savoir quelles sont ses stratégies, de voir aussi son niveau de connaissance dans le foot, parce que c'est quand même important pour être performant dans Sora et Sora Football pour le moment, et voir combien il a investi, s'il prend ça comme un jeu, s'il veut prendre du plaisir, si c'est vraiment une partie investissement, s'il aime bien faire de l'achat-revente, c'est essayer de regarder de manière pédagogique, voir quelle est la personne et me mettre à sa place pour connaître ses attentes et puis ensuite pouvoir le conseiller le mieux possible. Et si on se concentre un peu plus sur toi, ta stratégie, là, tu te concentres sur quelle rareté en ce moment? Moi, c'est SO5. Voilà. Je fais très très peu. J'en faisais au début de l'achat-revente, mais voilà, il faut. Si t'es full time dessus, mais vraiment full time, tu peux tout faire. Mais là, je me concentre sur l'amélioration de ma galerie, essayer d'être performant,
Comme je me suis lancé, comme je t'ai dit il y a pas longtemps avec mon fils sur les limited, c'est essayer d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir être performant en limited. Et puis il y a toujours la possibilité et même l'obligation, je vais dire, de fine-tuner, d'affiner, d'optimiser encore un peu sa galerie, parce qu'une saison n'est pas l'autre, un coach n'est pas un autre coach. Il y a pas mal d'exemples cette saison où il y a des équipes qui cartonnaient l'année passée et qui cartonnent moins, ou inversement, parce qu'il y a eu changement de coach, parce qu'il y a eu l'un ou l'autre transfert. Je prenais l'exemple dans un podcast de l'Inter de Milan. L'Inter de Milan est passé monstrueux. Là, maintenant, ça devient aussi très, très bien, mais il a fallu, avec le changement de coach... L'Inter de Conte, très bien. Voilà, tout à fait. Inzaghi, au début de la saison, c'était un peu galère. Si je prends l'exemple, Çalhanoğlu, il était sur le banc, et puis maintenant, c'est un des meilleurs joueurs milieu de Sorare. Donc, tu vois, c'est essayer d'anticiper certaines choses. Où je prends un Cuadrado qui cartonnait l'année passée, et puis cette année, c'était un peu plus compliqué aussi avec Allegri. Il a mis un peu plus à l'arrière. Là, maintenant, il revient un peu à son poste et son scoring va un peu mieux. Donc, tu sais, si tu ne bouges pas, si tu ne fais pas évoluer ta galerie, c'est pas que tu vas plus être performant, mais tu vas être moins performant parce que tu dois être à la page, tu dois suivre. En tout cas, pour le SO5. Pour l'achat-revente, c'est différent. Là, par exemple, si tu achètes des joueurs qui sont en trêve, tu sais très bien que ces joueurs-là, une fois que le championnat va reprendre, leur valeur va augmenter. Là, on est au mois de janvier. Si tu prends encore des joueurs russes ou autrichiens, tu peux les avoir à un très bon prix. Dès que le championnat aura repris, il y a d'énormes chances que tous tes joueurs, tu prennes une plus-value sur tous tes joueurs. Ouais. Et là, si tu devais, j'imagine que tu as dû faire un peu l'exercice avec ton fils, si tu devais conseiller un nouveau manager, un type d'équipe limited pour aller, on va dire, chercher les T2 et de temps en temps un T1, tu reprocherais par exemple quel type de joueur tu t'identifierais? Écoute, tout dépend du budget. Moi, j'aime bien les vieux. Tu vois, les vieux, ils sont bons, ils scorent bien, ils ont même une moyenne, je trouve, ils sont plus constants. Ça, j'ai pas l'étude là devant moi, mais j'ai passé assez de temps à regarder tout ça, à détricoter les statistiques des joueurs. Et c'est vrai que des joueurs mûrs, bien mûrs, qui sont bons. Alors, je vais citer par exemple Refaelov. C'est vrai qu'avec Anderlecht au début, c'était bof, mais là maintenant, c'est un titulaire, il est au-dessus de la moyenne. Même un Noboa qui joue à Sochi, un Vormer, Cabella, sur les superstars, tu prends un Benzema, il a quand même 34 ans, et parfois des managers me disent Benzema a quand même 34 ans. J'ai dit, regarde le scoring. Voilà, c'est ça. Après, tout dépend du budget. Mais c'est vrai que tu prends un Benzema, et il y a moyen d'avoir un ROI, un retour sur investissement qui soit pas mal du tout. Avec des vieux, il va juste être pas mal du tout et même plus rapide. Donc, quelqu'un qui veut se lancer en SO5, il ne doit pas hésiter à prendre des joueurs déjà d'un certain âge, parce que ils vont pouvoir les rentabiliser vite, sauf blessure. Parce que là, ils vont mettre plus de temps, évidemment, que des jeunes pour revenir, mais j'aime bien. Enfin, c'est le seul conseil que je donnerais, c'est prendre des vieux. D'ailleurs, les limited que j'ai pris des beaux joueurs. Enfin, j'ai essayé de prendre des joueurs aussi que je n'avais pas en rare. Mais j'ai pris, par exemple, un Noboa qui coûte pas grand-chose, mais qui score vraiment bien. Je me rappelle, en juillet de l'année passée, je cherchais un SR, j'ai pris Pep qui a, qui a presque le même âge que moi. Mais voilà, il score bien. Bon, là, il est blessé depuis quelque temps. C'est un peu le problème. Est-ce qu'il va revenir? Ouais, pour moi, il va encore jouer une grosse saison. Il est titulaire avec le Portugal aussi. Et je me dis, je vais pas prendre de risque. J'avais pris la SR, je me rappelle plus en Ether, mais j'avais payé avec ma carte, j'avais payé 500 €. Et je me suis dit, il va vite être rentabilisé. Et effectivement, il a joué quelques fois et il a été rentabilisé. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est ne fermez pas les yeux sur les joueurs qui ont déjà un certain âge,
parce que vous serez étonné du retour sur investissement qu'ils peuvent vous apporter. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à Isophile qui a sorti une vidéo il y a quelques jours qui traite de ce sujet-là précisément. Donc allez voir sur Twitter, je vous mets là sur l'écran la vidéo, ne pas sous-estimer les papis. Il a sorti toute une shortlist de joueurs, c'est super intéressant, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Donc voilà, donc ouais, toi effectivement, ta recommandation, pas avoir peur, pas avoir froid aux yeux, d'aller chercher des trentenaires qui ont déjà peut-être un bon kilométrage, mais une belle expérience aussi à donner et des gros scores. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, on prend par exemple l'exemple de Pasveer, le gardien de l'Ajax. Il va avoir 38 ans. L'Ajax a encaissé 4-5 buts depuis le début de la saison. Donc le gars qui a mis Pasveer, déjà, il a le score d'un bon joueur, alors qu'il est gardien. Et c'est évident. Et on s'en fout. Si à la fin de la saison, il prend sa retraite, il joue plus, qu'il y ait un jeune ou un autre gardien qui arrive comme Gorter ou un gardien qui vient d'un autre championnat, d'une autre équipe, qui le remplace, et il aura sa place, il aura son repos mérité dans la galerie, sans aucun problème. Il aura bien, même super bien servi. Notre ami Pasveer, c'est quand on regarde son price graph, c'est les montagnes russes entre le début de saison où il a commencé titulaire, puis Stekelenburg est revenu 1 ou 2 matchs, il a rechuté, finalement Stekelenburg est reparti blessé, entre ceux qui misaient sur Gorter pour reprendre plutôt les cages, et au final on voit que effectivement il va avoir fait une saison entière avec des il fait le job, il fait le job. À un moment je me suis dit tiens, il fait quand même des erreurs, et puis non, il fait le job, il joue, il fait des arrêts, il est bien. Mais c'est clair. Ok, écoute, merci beaucoup Mehdi pour tous ces enseignements. Je te propose un truc, c'est qu'on se quitte pas là-dessus, on va se quitter sur un petit quiz. J'ai préparé des questions et donc je vais te faire répondre à des questions pour tester un peu ta connaissance du jeu, ta connaissance du football en général. T'as pas des questions NBA par hasard? Ouais, alors les questions NBA, on le fera l'année prochaine, quand Sora NBA sera sorti. Donc on lance tout de suite le question pour un top manager. Et donc, c'est parti pour ce question pour un top manager. Alors, je vais lancer le quiz, je vais te donner les questions en même temps. Tu dois répondre sur ton téléphone. Ok. Est-ce que t'es prêt? Ready. Alors, on va commencer avec une première question. De quelle nationalité est Shamar Nicholson, le nouveau joueur jamaïcain. Spartak Moscou? Alors, t'as les réponses sur ton écran. Réponds le plus vite possible, les points, la vitesse. Voilà, plus tu réponds vite, plus tu engranges 2 points. Donc j'ai été plus vite à la sortir qu'à appuyer. C'est ça. Donc effectivement, t'avais bien raison. Shamar Nicholson, un gros scoreur qui a quitté Charleroi, si je me trompe pas, pour aller au Spartak. C'est bien ça. Qui est donc bien jamaïcain. Allez, on lance la deuxième question, on va très vite. Tu vas voir, il y en aura des plus simples, des plus compliqués. Quel bonus de points offre le rôle de capitaine sur Sorare? Ça dépend de la weekly ou pas. Alors là, on va se parler en AS5, on va se parler de quelque chose de très simple. Effectivement, donc pour les novices qui nous regardent, un capitaine dans un SO5, c'est très important, faut choisir avec soin, puisque ça va donner 20% de points en plus à la carte de votre joueur, donc ça peut faire la différence quand vous arrivez sur les belles places du classement pour gratter quelques places, avoir une plus belle récompense. Allez, j'enchaîne sur la 3e question. Qui est le champion en titre de K-League, donc le championnat coréen? Jeonbuk. Voilà, tu avais 4 propositions. Ulsan, Séoul, c'est donc bien Jeonbuk. Pourtant, je joue pas encore en Asie. J'hésite. Effectivement, mais c'est bien déjà d'avoir la réponse. J'enchaîne avec la 4e question. Alors, DNP est l'acronyme de... Tu vas avoir 4 choix sur ton écran. Est-ce que c'est l'acronyme de Dangerous and Naive Player, de Do Not Print, de Did Not Play? Et tu n'es pas tombé dans le piège de décapage, nettoyage et protection. Honnêtement, c'est ce qu'on a besoin. Nous, en tant que manager, on est décapé, on doit se nettoyer et on doit se protéger parce que c'est la cata. Donc, bonne réponse, effectivement. Did Not Play pour les joueurs qui sont absents et qui vous font un beau 0 dans votre équipe. C'était bien ça.
Question 5 sur 10. Alors pour l'instant, c'est un sans faute. Qui a été élu le MVP de la saison de MLS, le championnat américain? Est-ce que c'était Javier Hernandez? Est-ce que c'était Carles Gil, Ricardo Pepi ou Albert Rusnak? Sans hésitation, direct. Carles Gil de New England. Eh bien, t'as raison. J'ai peut-être été un peu trop sympa sur ces questions-là. Hein. Franchement, on verra par la suite. Mais ce sont mes connaissances. Puis tu vas voir, je vais faire un 0 pointé sur les dernières. Alors, quelle rareté coûte le plus cher sur Sorare? C'est la Common. La Common, effectivement. Ça peut être dans le cœur aussi. Ça aurait été beau quand même. Ça aurait été beau que ça soit la Common. J'accélère parce que vu que tu es beaucoup trop bon, on va essayer de te mettre d'un peu de difficulté. Alors là, je n'en sais le nombre record de line-up alignés en All-Star des 4. Le nombre de managers. Alors, spontanément, tu es parti sur 14 000. Ouais, je savais que j'avais en tête 13 000 quelque chose. Voilà. Ouais. 14, quand j'ai vu 14, ça doit être 14. Effectivement, c'était en fin d'année. 14 000 joueurs ont aligné une équipe en All-Star des 4. Donc, on se parlait un peu des perspectives de Sorare. Effectivement, quand on voit ce genre de chiffres. Moi, à l'époque où j'avais gagné la SD4, je pense il y avait 3000 ou un truc comme ça, manager, et j'avais gagné avec moins de 400 points. Maintenant, avec moins de 400 points, t'as pas grand chose. Il y a plus grand chose. 391 points exacts, c'est ce qui avait marqué sur le tweet qu'on a montré en début. C'était 2 dans le meilleur des cas. Allez, question 8 sur 10. On approche de la fin. Pour l'instant, c'est un sans faute. Qui est l'actuel entraîneur du Real Madrid? C'est Ancelotti. Ouais, celle-là était peut-être un peu trop facile pour les prochaines. Désolé pour les prochains invités. Peut-être qu'on fera des questions un peu plus dures, ou alors peut-être que c'est juste Mehdi qui est très très fort. Mais bon, sur celle-là, je dois avouer qu'elle était un peu simple. La 9e question. Quand une carte est échangée avec un autre manager, attention, celle-là est un peu plus subtile, elle s'efface de la blockchain, elle perd un petit pourcentage d'XP, elle garde un souvenir douloureux de son ancien manager où elle évolue en rareté. T'avais bien raison, elle perd un petit pourcentage d'XP. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment. Je ne savais pas. Donc comme nombreux managers, surtout ceux qui ont des petites galeries, qui sont habitués à faire des échanges entre copains pour boucher une game week, faut avoir ça en tête parce que je me suis posé la question récemment. Après, si c'est pour viser des paliers, on s'en fout, c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'en ai déjà fait les frais, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Quand tu regardes entre une T1 ou une Star ou vraiment le podium et tout, et parfois ce sont des dixièmes, et tu te dis cette carte-là, j'aurais pas dû la prêter. En tout cas, bonne réponse, et on va enchaîner sur la toute dernière question. Je me rappelle plus si elle est simple celle-là, mais on enchaîne. Quel side game Sorare n'existe pas? Donc 4 choix à te proposer: Sorare Mega, Sorare Academy, Captain Sorare ou Sorare Plus. Sorare Plus, mais c'est sympa comme nom. Ouais, il y a peut-être un truc à faire là. Peut-être pour votre organisme de coaching avec Thomas, je vous le donne. Allez. Sorare Plus, voilà. Donc effectivement, on fait un gros coucou à toutes ces initiatives qui ont été créées. Donc Sorare Mega, Sorare Academy, c'est très Captain chouette. Sorare. C'est bien, ça donne de l'utilité à des cartes, et puis Sorare s'y retrouve aussi parce que complètement. Ça permet de vendre encore plus de cartes parce qu'on en a besoin de plus. Je t'avoue que moi, les limited, je me suis dit, parce qu'en Sorare Mega, finalement, j'étais pas mal. En 1, là, j'ai perdu, donc je suis plus premier, mais en Méga 3, j'étais premier, en Méga 8, j'étais premier, et les 2 autres, je galérais parce que je mettais en priorité, et après, t'es tenu. Avec des limited, c'est bien. Parce que tu peux aligner 4 grosses équipes et d'avoir d'être un peu plus performant, on va dire ça comme ça. Effectivement, ça c'est un conseil aussi pour les jeunes managers qui découvrent un peu Sorare. Il y a énormément de side games. Il y a les 3 que j'ai cités ici. Il y a aussi Sorare Data qui a des ligues hebdomadaires. Et ça vous permet en fait de réutiliser des cartes que vous mettez pas forcément dans votre SO5 parce que c'est pas forcément les plus performantes, et de jouer et d'avoir une utilité. Sorare Mega commence à être ultra poussé. Il y a cette logique d'inventaire qui va, je pense, faire quelque chose de très intéressant, parce que avoir ces objets qu'on peut utiliser pour augmenter le pourcentage des joueurs sur certaines data, ça devient assez intéressant. Et donc à terme, l'effet XP sur Sorare, c'est vraiment ça. Et puis encore, il y a Sorare Brag, mais là c'est plus entre potes. Ouais. Je fais un petit coucou à mes potes
de l'académie, enfin pas de l'académie, mais de la division Sorare Brague. Il va bientôt gagner. On fait la petit clin d'œil. Surtout à Joe Bettman, voilà. Il se reconnaîtra et il saura pourquoi je dis ça. Salut à Joe Bettman, alors. Mais effectivement, et puis il risque d'y en avoir aussi des nouveaux parce que il y a ce fameux hackathon qui a été annoncé par Sorare pour créer un side game dédié aux légendes. Et donc là, je sais pas si toi tu as beaucoup investi sur les légendes, mais non, j'en ai pris deux joueurs que j'appréciais. Platini. Ouais. J'ai eu la chance de le voir jouer. En tant que supporter des Verts, il fallait que tu le fasses. Ouais aussi, mais je l'ai vu jouer. Mais pour le coup, c'est pas un beau. C'est un beau souvenir et pas un beau souvenir. C'est même un drame. Pour mes 8 ans, c'était en 85. Mon père Il y avait la finale de la Champions League au Ezel. Ah oui. Et c'était le fameux Juventus-Liverpool. Et pour mon anniversaire, il m'a payé la place et j'ai été voir le match. C'est vrai. Et ouais, j'étais là dans le stade. Heureusement, j'étais pas loin de cette fameuse tribune Z. Et j'avais 8 ans, donc je comprenais pas trop ce qui arrivait. Je savais que c'était grave, mais après il y a eu le match qui s'est joué. Et bon, à mon âge, je suis directement entré dedans. Et quand j'étais avec des gars de la Juventus, je me rappelle, et quand ils ont marqué sur penalty, je suis rentré à la maison avec une écharpe de la Juve. Je me rappelle que ma famille était complètement décomposée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, de smartphone, de trucs comme ça. Et donc, moi, j'étais content. Ouais, on a gagné parce que j'étais pour la Juve. Et voilà. Donc, c'est une petite anecdote un peu spéciale. Et donc, ouais, non, j'aime beaucoup Platini et je voulais l'avoir. Et l'autre, c'est Cannavaro. Probablement aussi parce que c'est la Juve. J'aime bien la Juventus. Mais voilà, Sorare, ça permet d'aimer en fait tous les clubs. On en a parlé lors de la préparation. C'est incroyable. Ouais. Le fanatisme. Il faudrait que parce que franchement il n'y a pas d'autre nom, les abrutis dans les tribunes qui empêchent une ambiance saine jouent un peu plus à Sorare et ils seront beaucoup plus même tolérants parce qu'ils supporteraient leurs joueurs et les joueurs adverses quand ils les ont dans leur ouais, et même pour moi qui aime bien Saint-Étienne en France, voilà, quand Memphis jouait à Lyon et j'ai un souvenir comme ça où il devait faire 100 pour que je termine premier en Champion des 4 et il a fait son 100 et a marqué. Je gueulais dans la maison et mon grand-fils qui dit mais il a pas compris quoi. Il me dit mais c'est Lyon. Il dit ouais mais c'est mon joueur. Et il a fait 100, je suis premier. Donc voilà, j'ai juste magique quoi. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment ça. Bah, écoute, on va regarder. Pour terminer ce quiz, parce que comme je t'ai dit, la rapidité te permet de gagner des points. Donc on voit que tu as engrangé 842 points. Donc pour l'instant, je saurais pas dire si c'est très bien, ça me paraît très bien, parce que forcément un 10 sur 10, c'est quand même notable. Et on verra sur les prochains invités si tu es détrôné de ton rôle de leader. Pour l'instant, tu pourras dire... Peut-être que quelqu'un qui a moins d'arthrose ira plus vite que moi pour appuyer. Tant que... On sait pas si on fera d'autres épisodes, donc à jamais le premier, on va dire, si jamais ce classement venait à ne pas s'allonger. Bon écoute, merci beaucoup Mehdi. On a passé, avec plaisir. Moi personnellement, j'ai passé un super moment. Écoute, moi aussi. Voilà, c'est comme sur le podcast. Bon là, c'est un peu bizarre parce que je dois fixer un point lumineux au-dessus de mon écran. C'est plus spécial, mais je présume que on s'y habitue. C'est un peu comme le podcast au début. Je me dis oh mon Dieu, je dois faire attention à il y a le micro. Et puis finalement, on s'habitue très vite et c'est très gai. Voilà. Ouais, je pense que tu fais tu fais ça bien. Tu fais ça. Merci. Moi aussi, j'ai un peu le même problème vu que j'ai ma petite régie en face. Je pense que je regarde souvent mon écran, donc par avance, désolé si ça a pu vous perturber. J'espère que j'ai pas trop fait de bruit de bouche et que j'ai pas trop déconcentré l'écoute pendant que vous écoutiez tout ce que nous disait Mehdi et qui était très intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Il y a plein de sujets maintenant que j'y pense qu'on n'a pas traité, l'évolution de Sorare, l'arrivée de Serena dans le board. On aura l'occasion de s'en reparler, je pense, dans des prochains épisodes. C'est que du bon. N'hésitez pas à poser des questions à Mehdi en commentaire de cette vidéo. On pourra potentiellement se refaire un petit point avec Mehdi dans quelques semaines, quelques mois. Si vous avez des questions à lui poser, soit directement sur son compte Twitter. J'ai mis les identifiants Magic Magis, c'est en bas de l'écran. Vous pouvez aussi me poser des questions à moi. C'est juste
là, voilà, c'est juste en dessous. Vous pouvez directement aller me voir sur Twitter pour me poser des questions. Proposez-moi des invités potentiellement pour la prochaine édition du Café Sorare. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne Game Week. On enregistre ça vendredi après-midi, donc la Game Week débute tout juste. On vous souhaite des très belles rewards. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. On se revoit très vite. Merci, au revoir. Salut Mehdi. Ciao, ciao!